Bien bonjour à tout le monde qui a regardé Canal 10, bien bonjour aux téléspectateurs de Canal 10, bonjour aux téléspectateurs qui ont choisi Culture Business. Je suis très très heureux de vous retrouver. Après une longue attente, on a dû user de patience puisque effectivement avec les différents événements en Guadeloupe, nous avons dû tenir compte du calendrier de la rédaction et annuler un certain nombre de programmes. Mais ne vous inquiétez pas, nous étions là au chaud, on a travaillé. On a fait des réunions pour voir les sujets, vécu cette actualité. Et aujourd'hui, on va rester justement dans ce thème d'actualité puisque, d'abord, je vais dire bonjour à tout le monde d'abord et on présentera le thème après. Alors, les dames d'abord. Alors, je vais, Francémé, présente-toi pour ceux qui ont oublié, ceux qui nous rejoignent. Qui tu es? Bonjour, comment ça va? Bonjour Patrice et bonjour à tous ceux qui écoutent Canal 10 ce matin. Merci d'avoir choisi Canal 10 et de nous permettre de rentrer chez vous. Alors, Culture Business, c'est quoi? On l'avait dit déjà, on le redit. C'est une émission économique faite par les Guadeloupéens pour les Guadeloupéens. Donc, destinée aux forces vives de l'économie. Il y aura des astuces, des conseils, des accompagnements, tout ce qu'il vous faut pour vraiment développer votre business, développer vos idées. Si vous êtes porteur de projet, on s'adresse à toutes les catégories d'entrepreneurs. Très bien, c'est tellement bien dit. Brigitte, qui nous a sorti sa coiffe. Hein? C'est une déesse. Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors, Brigitte Ferraz-Javois, ravi de vous retrouver dans cette émission Culture Business. Vous allez donc, comme à l'accoutumée, avoir le portail éco. Donc, ce sont toutes les informations qui sont relatives aux différents dispositifs d'accompagnement que met en place tant la collectivité territoriale régionale, donc le conseil régional, que l'État. Ce sont, comme l'a dit Francémé tout à l'heure, des informations qui vous aideront au quotidien à créer votre structure, certes, mais aussi à développer et éventuellement entrevoir d'autres orientations, entrevoir d'autres possibilités de développement. Très bien, alors je me retourne vers notre expert comptable, Emeline Adema, qui sera notre personnalité ressource aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes expert comptable et aussi vice-présidente, c'est ça, de l'Ordre des experts comptables, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, merci. Donc, installez-vous bien parce que là, on va écouter des témoignages. Nous avons un certain nombre d'entrepreneurs qui seront avec nous au téléphone. Et nous allons aujourd'hui parler de la crise, parler de la crise sanitaire, la crise sociale, une crise politique aussi. Donc, on subit depuis plus d'un an et demi, nous sommes dans une situation très, très, très compliquée pour le monde de l'économie. Et nous allons donner la parole, nous avons voulu vraiment donner la parole à ces acteurs, ces petites structures, moyennes structures, qui vont nous dire leurs difficultés, parler de leur morale, on va parler aussi de leur relation avec la banque, on va parler aussi de leur relation avec les fournisseurs, on va parler aussi des adaptations qu'ils ont dû faire dans une situation complexe concernant la communication, quels choix ils ont dû prendre. On va parler aussi de la gestion des ressources humaines, ceux qui ont des salariés, comment ça se gère, comment ça s'organise, et ceux aussi qui ont des bailleurs, comment tout cela se goupille, comment on arrive à gérer tout ça, comment on survit pour certains. Et on verra en toile de fond la question de l'avenir, quelles leçons tirer de ces différentes crises successives, quels changements et comment imaginer peut-être pour ceux qui souhaitent une reconversion. Alors on va partir tout de suite du côté du téléphone avec un restaurateur, il s'appelle monsieur Nicolas Ramlal. Allô? Allô? Oui. Bonjour monsieur Ramlal. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur Canal 10. Non, c'est normal, bonjour. Je rappelle que, on va se tutoyer, comme ça, on est chez nous à Culture Business. Je rappelle que tu es restaurateur et ta structure s'appelle la Saveur et Tradition. Voilà, exactement. Voilà, et tu te trouves à Jarry, c'est bien ça? Exactement, à l'immeuble Sommet. Très bien. Alors, on va voir avec toi, justement, j'ai énuméré un peu en préambule les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, crise sanitaire, crise sociale. Alors, j'aimerais qu'on fasse un point avec toi sur ta structure, sur comment tu t'en sors, comment tu apprécies et comment tu te débrouilles pour sortir de cette situation complexe. Mais c'est vrai que là, ça, depuis, on va dire, 2 ans, là, en parlant de la crise sanitaire, nous avons connu quand même 2 années très très compliquées, surtout dans notre secteur, puisqu'on était les premiers visés avec les différentes mesures qui ont été prises, les différentes mesures sanitaires.
Et donc, nous, la chance qu'on a quand même, c'est on pratiquait déjà le service de l'emporter et de la livraison. Donc, ça nous a permis de limiter la casse, puisque, comme vous le savez bien, nos salles de restauration étaient fermées à plusieurs reprises. Donc, ça c'est une chose. Et actuellement, l'autre difficulté que nous avons par rapport à la réouverture de nos salles de restauration concerne bien évidemment le pass sanitaire, sachant qu'il y a une bonne partie de la population qui n'est pas vaccinée. C'est compliqué aussi à gérer ce nouveau dilemme, quoi. D'accord. Alors, concernant justement, on a parlé de... Est-ce que tu as des employés? Comment vous avez pu profiter des différents dispositifs? Oui, nous sommes 8 dans notre structure. Évidemment, on a pu quand même bénéficier du chômage partiel qui nous a quand même permis de maintenir l'entreprise, quoi, puisque c'était important pour nous, parce que sans ça, je pense qu'aujourd'hui, nous serions fermés. D'accord. N'hésitez pas à poser des questions, mesdames. Alors, justement, concernant les différents dispositifs, est-ce que ça a été au niveau de la mise en œuvre? Est-ce que tu es suivi? Est-ce qu'au niveau de la structure, vous avez tout ce qu'il faut en termes d'accompagnement administratif pour mettre en place et pour trouver des réponses? Aujourd'hui, nous, la chance qu'on a, c'est qu'on a un très bon expert comptable. Donc, ça, c'est très important aussi pour une entreprise qui nous permet de bénéficier de certains dispositifs. Ou pas, c'est-à-dire de savoir si on est éligible ou pas, et si on est éligible, de pouvoir monter les dossiers, je dirais, pour répondre à soit subventions, ça peut être sous la forme d'une subvention ou d'un prêt. Et parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneur, lui, il est préoccupé par son activité, et ce sont c'est un parcours du combattant pour pouvoir répondre à des différentes aides qui existent. Ce n'est pas toujours facile et ça demande du temps aussi. Donc, M. Ramlal, vous étiez donc fermé entre les mois de février et le mois de mai de cette année ou pas? Alors, comme je le disais précédemment, notre salle, oui, était fermée, mais comme nous pratiquions les repas emportés, les livraisons de repas, donc on a pu quand même maintenir une petite activité de cette période-là. D'accord. Et donc, par rapport à cette fermeture, on va dire partielle, en fait non-réception de public, est-ce que vous avez pu, avec votre terrain comptable, bénéficier du dispositif loyer? C'était la prise en charge des loyers, si vous en avez, bien entendu, durant cette période-là, ou pas? Oui, nous, on a pu... Alors, nous, comme nous sommes propriétaires de nos murs, et donc on n'avait pas cette problématique-là. OK. C'est une grosse épine, effectivement, qui vous sort du pied, là. Voilà, exactement. Enfin, c'est une épine, oui, non, parce que bon... Il faut rentabiliser l'investissement. Voilà, c'est ce que je vais vous dire. Donc, on n'a pas la contrainte de forcément verser un loyer chaque mois, mais on doit honorer quand même nos mensualités. Tout à fait, auprès de la banque. OK, parfait. Alors, Monsieur Ramlal, dans cette situation compliquée, comment tu vois l'avenir? Est-ce que tu as une certaine inquiétude par rapport à tout ce qui se passe, les négociations qui n'avancent pas? Comment tu perçois l'avenir? Pour le moment, on n'a pas de visibilité. Et en tant que chef d'entreprise, c'est un gros problème pour nous, puisque on ne peut pas se projeter, on ne peut pas prévoir d'investissement, on ne sait pas où on va, puisque au-delà de la crise sanitaire, effectivement, comme tu l'as évoqué, il y a la crise sociale aussi. Et la façon dont ça se déroule actuellement, nous n'avons pas de visibilité. Donc, nous avançons, je vais dire, au jour le jour, ce qui n'est pas du tout bon pour la pérennité de l'entreprise. Donc maintenant, je suis quelqu'un d'assez optimiste de nature. Donc, de toute façon, moi, je me dis qu'on aura des jours meilleurs. Maintenant, c'est arrivé à trouver des solutions avec notre expert comptable. Nous aussi, de notre côté, voir comment redéfinir les choses, quoi, je dirais, pour s'adapter à la situation actuelle, puisque on ne peut pas prévoir comment ça sera demain, mais il faut quand même avancer. Et afin de pérenniser l'entreprise et les emplois aussi qui sont dans notre entreprise. Justement, j'allais vous parler des emplois. Comment vous avez fonctionné avec vos salariés, vu que vous ne receviez plus le public pendant les confinements et le personnel était dédié à ça? Comment vous avez géré avec eux?
Alors, il y a une partie, après c'est donc comme un accord, puisque il fallait discuter avec chacun d'entre eux. Donc, il y a une partie qui ont pu bénéficier de leur congé payé et une autre partie du chômage partiel. D'accord, parfait. Voilà, c'est ça. Donc, il fallait qu'on trouve un juste milieu pour que tout le monde, je dirais, trouve son compte et qu'il n'y ait pas de lésés, quoi. Très bien. OK. Monsieur Ramlal, on va vous remercier. On va te remercier. À très bientôt. Moi, j'ai eu l'occasion de goûter les préparations de monsieur Ramlal et sa famille. J'ai très bien mangé. Merci beaucoup. Je te remercie. OK. À très bientôt. Merci. Bonne continuation. Allez, bon courage. Bon courage. Alors, madame l'expert comptable, alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la disposition? Ah oui, non, mais alors je suis extrêmement contente et ravie en fait de ce témoignage de dirigeant, puisque il démontre justement l'importance de se faire accompagner. Ça, c'est ce qu'on se tue à essayer d'expliquer à nos chefs d'entreprise, c'est que quelle que soit la solution d'accompagnement qu'ils voudraient obtenir, puisque c'est vrai que j'entends certaines personnes dire oui, non, mais on n'a pas d'aide, on est là, mais il ne se passe rien, on n'obtient pas de subvention, c'est parce qu'en fait, derrière, il n'y a pas la gestion administrative. C'est un point qui est extrêmement important. Et M. Ramlal l'a souligné, en fait, il disait que pour pouvoir avoir accès à l'activité partielle, il a fait appel à son expert comptable qui était là pour pouvoir mettre en place ce dispositif. Un dirigeant est trop occupé régulièrement à devoir se concentrer sur son activité, sur comment est-ce qu'il va faire face à la difficulté. Et il est vrai que la position qu'il a actuellement, c'est une position de statu quo, on dirait, puisqu'en fait, au moins, il ne peut pas se projeter, comme il le disait, sur des investissements à venir, mais au moins le statu quo ne fait pas qu'il s'enfonce. Il a la possibilité de s'arrêter et de réfléchir peut-être aux opportunités. Et vous voyez, en fait, on a un discours totalement optimiste parce qu'il ne se sent pas seul face à la difficulté et face à la crise. Et en soi, c'est là où j'explique et je réitère toujours le fait qu'il est important d'avoir un expert. Alors, il y a la problématique du coût. Très souvent, les gens vont vous dire, oui, mais un expert comptable, ça coûte cher. C'est sûr, mais c'est une prestation. Un expert comptable, c'est comme un chef d'entreprise. Enfin, nous sommes des chefs d'entreprise. On a des salariés qu'on embauche, donc il faut aussi payer en fait ces frais de fonctionnement. Mais même si cela représente un coût au démarrage, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un investissement sur l'avenir. Parce qu'au moins, on peut permettre aux dirigeants de pouvoir bénéficier de certaines aides rien qu'avec une attestation. C'est ce que je répète tout le temps, quel que soit le dispositif que vous voulez. Que ce soit les coûts fixes, puisque effectivement c'est un dispositif dont elle va parler tout à l'heure, que ce soit pour l'obtention du PGE pré-rebond, quel que soit le dispositif, on va vous demander est-ce que vous avez un expert comptable, est-ce qu'il peut attester, parce que derrière, les organismes qui vont soutenir une activité ont besoin de visibilité. Ils ont besoin en fait d'avoir l'assurance que le dirigeant n'est pas parti seul à l'aventure et qu'il y a quelqu'un derrière qui le sécurise dans ses projets à venir ou dans son activité au quotidien. On va partir du côté du téléphone avec monsieur Rodrigue Amigrey de la société Horizon Sono. Oui, bonjour. Allô, bonjour monsieur Amigrey, comment tu vas? Bonjour monsieur Jean, bonjour. Bonjour aux auditeurs, aux téléspectateurs de Canal 10. Bonjour à vous. Alors, je rappelle que toi tu es dans la sonorisation. Donc, une société qui travaille dans l'événementiel. Donc, c'était très compliqué pour vous, puisque vous étiez à l'arrêt pendant une bonne période. Et maintenant, il y a cette contrainte du pass sanitaire qui réduit encore les moyens, les différents événements qui auraient pu s'organiser. Comment ça se passe pour toi? Effectivement, on a été à l'arrêt pendant bien 1 an et demi, presque 2 ans maintenant. On a eu une petite lueur d'espoir que les choses redémarrent un petit peu en cette période festive de Noël. Bon, les contraintes et les manifestations sociales du moment ont effectivement un petit peu amoindri nos espérances. Mais on garde espoir et on pense que les choses vont pouvoir redémarrer parce que on a besoin de la culture, on a besoin de faire la fête, on a besoin de s'évader. Donc, nous, on garde espoir, on se prépare pour que quand les choses redémarrent, qu'on soit prêt pour pouvoir satisfaire tout le monde et nos clients, quoi. Bonjour. Que faire pendant ce temps où justement votre activité est à l'arrêt? Comment vous avez géré votre temps à ce moment-là? Alors, le temps pour un prestataire de service, quand on est en période creuse, évidemment, la première action, c'est de faire de la maintenance, de réparer tout ce qui ne va pas au niveau du matériel pour qu'on soit prêt quand ça redémarre. Donc, on a utilisé cette période-là pour ça.
mais la situation sanitaire a aussi incité pas mal de prestataires à se reconvertir, notamment et s'adapter à la période, notamment en proposant des services en ligne pour beaucoup, de façon à proposer du contenu à nos clients, aux personnes qui seraient en attente d'avoir quand même un peu de culture. Donc évidemment, on a utilisé Internet et les réseaux sociaux pour pouvoir proposer des projets, que ce soit dans l'événementiel pur, j'ai envie de dire un spectacle vivant, de façon à pouvoir proposer des concerts et des pièces de théâtre, etc. Mais également pour tout ce qui est institutionnel et proposer des services de protocole, de réunions, séminaires pour nos clients qui sont en besoin. Brigitte? Est-ce que dans cette diversification d'activités, vous avez l'intention de la maintenir ou dès lors que les choses reprendront le cours normal, je dirais, revenir à vos premiers amours? J'ai envie de dire évidemment que oui, on va maintenir l'activité, sachant que c'est quelque chose qui fonctionne, mais simplement, j'ai envie de dire que c'est surtout par rapport à la demande. Si on n'a pas de demande, évidemment, c'est clair que cette partie un petit peu dématérialité virtuelle, Internet, un petit peu sur les réseaux, ça va s'estomper au fur et à mesure. Mais c'est une activité qui a vocation à être pérennisée. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête. D'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'avènement de Zoom qui existait avant le Covid, mais qui a pris un essor extraordinaire dans le monde entier. Et je crois que, Rodrigue, toi aussi, tu as beaucoup eu de prestations Zoom, de manifestations en distanciel à mettre en place. Effectivement, c'est un outil qu'on connaissait déjà, qu'on utilisait très peu et qui a eu vraiment un plein essor à cette période et qu'on utilise constamment maintenant pour nos événements. Donc, on a déjà eu l'occasion de faire des autoproductions pour un événement, en concert live, par exemple, grâce à cet outil. Aujourd'hui, je travaille sur un événement politique. Effectivement, on va également utiliser cet outil. Donc, c'est vraiment les réseaux sociaux et Zoom, c'est vraiment les acteurs majeurs de notre activité en ce moment pour pouvoir rester, garder le contact avec nos clients. Alors, est-ce que la commande publique se manifeste un peu plus maintenant ou pas? Les collectivités. J'ai envie de dire oui, puisque les choses redémarrent un petit peu au niveau des institutions. Oui. Donc, évidemment, j'ai envie de dire pas assez. Pas assez, puisque nous, prestataires de services, on reste quand même en demande de prestations comme ça pour pouvoir continuer à exister. Mais les choses ont tendance à reprendre en ce moment, donc j'ai envie de dire oui. Parfait. Alors, dites-nous quand même la vérité. Alors, ça intéresse tous les auditeurs, vraiment. Et comment vous faites financièrement? Comment vous avez fait financièrement? Parce que 1 mois, 2 mois, on s'entend, mais 6 mois, 1 an et demi, comment on fait financièrement? Puisque la demande diminue énormément, il y a moins de clients, comment vous faites? Alors, financièrement, c'est très compliqué. Pour tout chef d'entreprise, c'est très compliqué. Il faut user de stratagèmes. Bon, évidemment, si on a bien travaillé, on a un certain nombre de trésoreries qui, évidemment, se sont asséchées au fur et à mesure des mois passés. Donc, on a dû jongler, espérer un petit peu avoir une manifestation par-ci, par-là pour pouvoir quelque peu rééquilibrer la balance. Mais ça a été vraiment un jeu d'acrobate pendant 2 ans pour pouvoir continuer à subvenir et à rester en place, parce que l'événementiel, c'est un secteur qui bouge énormément.
on a besoin d'investir assez souvent et c'est du matériel qui coûte très cher. D'autant plus que pendant la période où on ne travaillait pas, le matériel était stocké et c'est du matériel qui assez souvent est sensible et qui n'aime pas ne pas fonctionner. Donc, je pense que pas mal d'entre nous, on s'est retrouvés à avoir de la maintenance parce qu'on avait un peu de casse au niveau du matériel. Donc, tout ça, ça a engendré des frais. Donc, il faut vraiment jongler pendant la période. Ça n'a pas été simple pour nous et je pense que ce n'est pas simple pour aucun entrepreneur. Alors, une dernière question, Rodrigue. Dans votre secteur, on utilise les ressources humaines, c'est très souvent du personnel ponctuel, des intermittents. Comment vous expliquez tout ça? Comment ces personnes qui comptent sur vous, comment tu gères ça avec eux? Comment ça se passe? Bon, alors, j'ai envie de dire que je n'ai pas eu besoin de l'expliquer parce que dans le secteur, tout le monde est conscient de la situation. On n'a pas besoin de se parler. On sait très bien comment ça se passe, on sait très bien quelle est la situation. J'ai eu le cas d'avoir un événement et de devoir demander au personnel qui a travaillé pour moi de me donner un délai de façon à ce que je puisse pouvoir les payer. Je sais que c'est pas simple parce que si moi, en tant que patron, j'ai des besoins financiers, je sais que eux aussi, ils en ont. Donc, je fais au mieux. Mais c'est vrai que quand on se retrouve, comme l'événement dont je parle, à devoir décaisser énormément pour pouvoir faire en sorte que le client soit satisfait, c'est délicat pour nous de payer le personnel dans la foulée si on n'a pas la trésorerie, parce que le client, justement, il tarde à honorer son paiement. Donc, c'est un secteur qui, effectivement, est un petit peu en balance. Donc, c'est vraiment quand la trésorerie est à la normale qu'on peut faire le nécessaire. Donc, c'est une question de discussion, c'est aussi une question de confiance entre les patrons et les personnes qui travaillent pour eux. Et jusqu'à présent, ça se passe bien. Donc, je pense que, comme je le dis, c'est d'abord qu'on est tous conscients de la situation et on arrive à s'entraider et faire en sorte que ça se passe bien. Rodrigue, comment tu vois l'avenir? Je reste optimiste. J'ai pour habitude de dire à mes confrères qu'ils sont un petit peu pessimistes et qui voient les choses un petit peu en noir, qu'il faut garder espoir et que les choses vont redémarrer. Et j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. C'est vrai que le Covid, il va continuer à perdurer, mais j'ai envie de croire qu'on va apprendre à vivre avec et que les choses vont revenir à la normale et que, évidemment, les institutions, les particuliers vont recommencer à faire des événements et donc nous permettre de vivre. Et nous, on va pouvoir permettre à ces gens-là de vivre également parce qu'on a besoin de la culture, on a besoin de faire la fête pour pouvoir vivre, pour pouvoir s'évader, pour être bien dans sa tête et dans son corps. Donc, nous, on se prépare, on attend simplement que les choses redémarrent pour pouvoir donner du baume au cœur, de la joie aux gens. Donc, voilà, moi, j'ai envie de garder espoir. Vivement ces moments-là. En tout cas, félicitations. Je vous trouve très zen, très posé. Donc, ça veut dire que vous avez le moral. Très bien. Merci à monsieur. Quand on voit la situation, qu'on voit effectivement tous les gens qui ont perdu des êtres chers, etc., on se dit, il y a pire que ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, les choses sont compliquées, on n'a pas de sous et que c'est difficile. Mais voilà, quand on regarde qu'en face, il y a plus dur, donc on préfère être zen, comme vous dites. Il faut relativiser. Voilà, tout à fait. Merci, monsieur Rodrigue Amiret de Horizon Sono. À bientôt. À bientôt, merci. Alors, mesdames, il a tout dit? Une fois de plus, c'est un dirigeant qui continue à me faire plaisir. La dernière fois qu'on s'est vu, je parlais de mindset, je parlais effectivement d'état d'esprit. Le dirigeant qui a compris en fait qu'il est important face à la difficulté de revoir potentiellement son modèle économique, de pouvoir s'adapter, c'est celui qui va pouvoir survivre. Et effectivement, comme il l'explique, j'ai envie de dire presque quand on ne peut pas passer par la porte, on passe par la fenêtre. Ce n'est pas forcément la meilleure solution, mais
il ne peut pas organiser d'événements en présentiel, donc il trouve des solutions alternatives pour pouvoir faire perdurer son activité, ne pas tomber dans l'oubli, mais surtout aussi pouvoir se dire qu'il a une solution pour rebondir quand tout ira mieux. Et il l'a expliqué, en fait, il n'est pas resté en stand-by, il s'est dit que il allait réparer du matériel obsolète, enfin voir comment faire. Et au-delà de ça, moi, ce que je recommande toujours à ce dirigeant et à tous les autres aussi, c'est le moment pendant cette phase où on ne sait pas où on est vraiment, de s'arrêter, de faire le point avec son expert comptable, je vais encore insister là-dessus, définir vraiment la vision stratégique de l'entreprise du point de vue financier. Les banquiers, quand on discute avec eux, ils vous expliquent de façon indéniable que s'ils n'ont pas d'éléments comptables clairs, ils ne peuvent pas accompagner. Donc même lorsqu'on a besoin de solutions d'investissement, c'est important de repasser par cette case plan de trésorerie. Alors ce sont des mots comme toujours barbares, un peu difficiles. On se dit plan de trésorerie, qu'est-ce que c'est? Mais accompagner, c'est plus un problème. Plan de trésorerie, faire le calcul du point mort, savoir comment on rebondit, ce sont des choses essentielles. Et là, j'invite aussi l'ensemble de nos dirigeants qui écoutent cette émission à pouvoir se connecter sur la page de l'Ordre des experts comptables de la compagnie des commissaires aux comptes, parce qu'on a organisé la semaine dernière un forum digital dédié à la très petite entreprise sur gérer au cœur de la crise. Ils auront aussi encore un peu plus des éléments de réponse pour pouvoir se dire que ça, j'ai pas forcément adapté, il faut que je fasse comme ça, que je puisse prendre parfois la tâche d'un administrateur judiciaire. Je vais dans le même sens, mais ce qu'on voit beaucoup, c'est que pour rebondir, pour avoir le bon mindset, il ne faut pas être dans l'émotion. Oui, il faut sortir de cette émotion. Et ce n'est pas si évident que ça. Oui. Parce que je le vois tous les jours. Ce n'est pas si évident de sortir de l'émotion parce que le choc, il est important pour certains. Parce qu'il y a certains, c'est zéro. Ils n'ont rien du tout. Et on a remarqué avec les deux entrepreneurs tout à l'heure, ils étaient organisés. Oui. Ils avaient pris de l'avance. On va partir du côté du téléphone avec un... Je suis sûr c'est quelqu'un qui a le mindset. Allô, bonjour. Bonjour. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur Étienne Jean-Luc. Oui, c'est Alors, lui-même. vous êtes artisan tout corps de métier. Tout à fait. Donc, on parlait de mindset tout à l'heure, je pense. Je suis spécialisé dans la rénovation quand même. Très bien. Alors, on va revenir avec toi sur les difficultés, la crise sociale, la crise sanitaire. On aimerait savoir justement comment dans le secteur du bâtiment, avec les différentes crises successives, comment vous vous en sortez, quel est l'état de santé de l'entreprise que tu gères, que tu administres? Alors, dans le secteur du bâtiment, c'est très bon. On a des difficultés à t'entendre. Est-ce que tu peux te déplacer? Attends. Monsieur... Vous m'entendez là? Oui, très bien. C'est mieux là. Ouais, donc, je disais bonjour à tout le monde. Donc, dans le secteur du bâtiment, c'est très compliqué ce temps-ci. Déjà, c'est un secteur qui est déjà sinistré, on va dire ça comme ça. On manque très peu de moyens pour pouvoir avancer. Quand je parle de moyens, déjà, il y a déjà le problème de moyens humains. D'accord? Et non seulement on manque de moyens humains pour réaliser des chantiers, je parle de main-d'œuvre, on manque aussi de moyens économiques. Donc la crise sanitaire qui arrive, en fait, ça fait à peu près déjà 2 ans qu'on est dedans, mais ça n'a pas arrangé les choses. Alors justement, nous avions parlé en off de la crise au niveau de la carrière de DN qui avait déjà fragilisé le secteur pendant 4 mois, une grève qui avait trop duré, hein, qui avait impacté énormément de professionnels dans le domaine du bâtiment. Et donc après cette crise, vous avez pu avoir un semblant de reprise. Alors il y avait déjà eu les 2 mois de confinement du Covid. D'accord. L'année dernière, oui. Donc ça fait qu'on a eu déjà 2 mois de perdu en chiffre d'affaires. Ensuite, la crise de la sablière, entre 3 et 4 mois, ça fait que les entreprises qui étaient déjà sinistrées, ils le sont encore plus. Donc la trésorerie est à zéro. Donc il faut encore à chaque fois rebondir, s'appuyer sur la bonne volonté de tout un chacun pour rebondir.
Mais Le faire ensemble alors. Comment? Le faire ensemble. Ben, le faire ensemble, heureusement qu'on a des fournisseurs qui comprennent. Des fois, les banques jouent, on va dire, un peu le rôle, ça dépend des affinités. Mais c'est vraiment compliqué de mettre une stratégie économique dans une structure en place et de tenir. Donc quelle décision vous avez prise face à ce manque de trésorerie, en fait? Manque de main-d'œuvre, mais manque de trésorerie. Quelle décision que vous avez prise alors? Alors, ce qu'on peut faire, c'est toujours ce qu'on a toujours essayé de faire, c'est-à-dire de tabler sur tous les tableaux, c'est-à-dire déjà la bonne volonté des collaborateurs, ouvriers, fournisseurs, de toujours essayer de maintenir le cap. Alors, frapper au niveau des institutions par rapport à ce qu'ils proposent, c'est difficile dans le sens qu'on va vous demander toutes les tests fiscales à jour, alors que forcément, il y a 2 ans, 3 ans que vous êtes en train de souffrir et que forcément vous n'avez pas payé tous vos charges. Et les charges, on est obligé de prendre des moratoires pour les payer. Donc, lorsqu'on arrive à ça, il faut encore recontacter les mêmes personnes et dire oui, mais fais-moi confiance, on va vous payer tel jour, tel ci, tel ça. Bon, on est encore confronté aux paiements qui sont élastiques. C'est pas ferme. Aujourd'hui, si on vous dit on vous paye à 30 jours, mais ce sera 30 plus 15, 30 plus 30. Donc, c'est complètement, c'est très compliqué. Très compliqué. Aujourd'hui, dans le bâtiment, il n'y a personne qui va vous dire que tout va bien. C'est pas possible. Alors, je vois l'expert comptable qui sourit. Ma question de source, est-ce que tu es un expert comptable? Jean-Luc, est-ce que tu es un expert comptable? Eh bien oui, je suis un expert comptable. Super, nous avons tous un expert comptable parce que lorsque on a des ouvriers, on a des fournisseurs, dans l'artisanat, on ne peut pas rester avec un simple comptable. Il va vous faire vos lettrages, tout ça, mais bilan, il vous fait un expert comptable. D'accord. Donc oui, on a des conseils, effectivement, des experts comptables, mais l'expert comptable ne pourra qu'apporter ce qu'il peut. Mais c'est sur le terrain que ça se passe. Alors, Jean-Luc et Étienne, alors, concernant la crise de la sablière, 4 mois quand même, est-ce qu'il y a une possibilité, est-ce que tu me diras si c'est le contexte insulaire qui veut ça, qu'on puisse trouver un autre fournisseur? Puisque, effectivement, vous êtes tributaire et aujourd'hui, personne ne rentre dans vos charges. C'est-à-dire que vous êtes face à vous-même, face à votre difficulté. Alors non, il n'y a pas le choix parce qu'en fait, concernant le sable, il y a des normes pour faire des travaux en béton, en maçonnerie ou en carrelage. D'accord, il y a des normes. Et il y a un type de sable qu'on peut utiliser. Maintenant, il y a 2 fournisseurs de sable en Guadeloupe, 2 ou 3. Alors, il y a 2 types de sable aussi, on va dire. Il y a un type de sable noir de rivière. Et il y a le sable importé, qui est un sable de rivière, mais un peu jaunâtre, là, ou on va dire gris clair, mais celui-là, il n'est pas homologué tout à fait pour certains types de travaux. Dans notre cas, nous, on utilise la sable de rivière au centre, c'est lui qui est homologué. C'est homologué pour, par exemple, du carrelage. Je sais que dans le béton aussi, on utilise ce sable-là pour faire du béton. Donc, on ne peut pas aller ailleurs. Parce que les normes veulent, l'homologation des bureaux de contrôle veut qu'on utilise ce sable-là par rapport à la résistance que ça va nous donner sur ce qu'on va utiliser pour faire, par exemple, du mortier ou bien du béton. Alors, vous voulez réagir? Oui, je veux réagir parce que justement, je parlais à l'instant du forum qu'on a eu la semaine dernière. Et c'est vrai qu'il y a eu l'intervention de M. Nagam. Très bien, oui. Alors je disais qu'en fait on avait animé un forum et au cours de ce forum il y avait une intervention de M. Nagam, Alan, qui est président de la Fédération des très petites entreprises. Et il faisait remarquer un point qui peut-être devrait susciter des émulations du côté des chefs d'entreprise, c'est qu'on a une économie qui est très orientée sur l'import-export. Donc là par exemple le dirigeant qui nous parle, vous M. Étienne, remonte en fait une des problématiques, c'est qu'on n'est pas autonome sur certaines choses, sur certaines productions. Et il disait qu'il fallait sortir en fait de ce côté où on était très import-export pour essayer de passer sur une économie locale de production qui pourrait, dans une certaine mesure, éviter
les problématiques en fait qu'ils rencontrent. Si jamais quelqu'un se lance par exemple dans la décision, alors il faut voir quelles sont les contraintes que cela peut avoir, les contraintes sanitaires et autres, mais dans la production de sable, hormis les 2 fournisseurs dont ils sont extrêmement dépendants, est-ce que cela ne permettrait pas en fait de pouvoir élargir la concurrence et ainsi de pouvoir permettre une fourniture directement sur place? Ce sont des questions à se poser et M. Naga m'a expliqué. La fourniture, elle est sur place, concernant le sable. Oui, mais le ciment, c'est sur place. Mais vous avez que 2 fournisseurs, vous nous disiez. On peut pas importer du sable pour faire des sables en Guadeloupe. C'est sur place justement qu'on utilise ça. Mais dès qu'il y a justement un grain de sable dans la machine, on est bloqué. Oui, mais alors, est-ce qu'il ne faudrait pas voir du côté des fournisseurs, puisque vous précisiez qu'il n'y en avait que 2 en Guadeloupe, la possibilité de diversifier le nombre de producteurs? Puisqu'en fait, en n'ayant que 2 producteurs, ben effectivement, si vous avez un grain de sable dans la machine, ben pour le coup, il n'y a personne qui peut vous fournir. Donc, il faudrait peut-être, je ne parle pas de vous, mais je parle des autres chefs d'entreprise qui doivent réfléchir à un développement ou qui veulent créer une structure. Est-ce que ça ne répondrait pas à un besoin qui existe en local et qui permettrait en fait de pouvoir vous aider, vous, face à ce type de difficultés? Et il expliquait qu'au niveau de la Fédération des très petites entreprises, alors il y a des aides qui existent. Par exemple, il parlait de relancer le BFR, donc relancer ce besoin en trésorerie chez les très petites entreprises qui ont des projets porteurs, qui pouvaient aider entre 30 à 40 000 euros en termes de trésor. Donc en fait, c'est aussi l'occasion, en tant qu'artisan, de se rapprocher ça peut être des organismes comme la FTPE, pour essayer de voir s'ils ne peuvent pas aider des structures comme les vôtres, qui fonctionnent, mais qui ont des difficultés passagères, et se faire accompagner encore une fois de plus. Effectivement, l'expert comptable, il fait ce qu'il peut, mais on a aussi d'autres institutions telles que la BPI, qui est en fait une forme de banque adossée. Donc la BPI nous parlait de la possibilité pour les entreprises en création, ce n'est peut-être pas votre cas, mais une entreprise en création qui a entre 0 et 3 ans, de la possibilité aussi, désormais à partir de cette année, de lever des fonds propres, des capitaux propres. Parce que l'une des difficultés principales qu'on recense chez nos entreprises, c'est un déficit en capitaux propres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autofinancement possible. On est trop tourné sur l'attente extérieure, et pour le coup, ce déficit nous empêche de survivre en cas justement de crise comme celle-ci. Alors, sans couper, madame, c'est très intéressant ce qu'elle dit, effectivement, il y a la BPI, mais comme je dis, dans le cas où on a besoin de trésorerie tout de suite, ça, c'est pas possible. Alors, dans le cas où on voit la banque, c'est pas possible non plus, parce que les banques vous disent que vous êtes à risque, vous êtes dans un secteur à risque. Alors, comment comprendre que nous sommes dans un secteur à risque, alors que c'est le secteur qui est plus porteur en termes d'emploi? Donc, c'est la question qu'on devrait poser à nos gouvernants. Oui. Puisqu'on dit que quand le bâtiment va, tout va, c'est parce que c'est le secteur qui est le plus porteur. Maintenant, aller vers la BPI, il faut rentrer dans un cadre particulier. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir un seul pot sur la BPI. Au niveau même de la région, c'est pareil. Donc, je pense qu'il y a un souci fondamental aujourd'hui en Guadeloupe. Moi, je dis que le bâtiment se meurt parce que faute d'encadrement, on a une fédération, par exemple, je vais le dire. On a une fédération, personnellement, je n'entends pas la fédération se prononcer sur quoi que ce soit en Guadeloupe. Alors, oui. La crise est passée, on n'a reçu aucun courrier de la fédération disant voilà ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, etc. On n'entend pas la fédération, alors que normalement c'est la fédération qui devait s'occuper d'organiser le secteur, prévoir des moyens pour que les entrepreneurs, les artisans, même les sociétés, les entreprises puissent trouver de quoi pour rebondir. Monsieur Etienne, vous avez... Dans ce cadre-là, déjà, au niveau de... Même que la PD est inexistant. Monsieur Etienne, il faut aller mettre des voitures. Il faut aller mettre des voitures dans la rue. Ah non, mais on rigole. Nous sommes des... On rigole. Il faut bien rigoler. Nous sommes des résilients, et je pense que c'est peut-être notre défaut dans le bâtiment, c'est d'être des résilients. Donc, voilà. Malheureusement, je pense qu'on ne demande pas assez, ou je ne sais pas. Voilà. Monsieur Etienne, merci. J'espère que le moral tient et que tu perçois... on n'a pas le choix. Voilà. On n'a pas le choix. Il faut nourrir la population, il faut nourrir sa propre population et faire du bon travail en même temps. D'accord. Très bien. Bon courage et merci. Alors, on va partir tout de suite du côté du téléphone avec une dame.
Non, alors vous avez vu, le temps de mettre en place tout ça, au niveau du téléphone, ça vient. Nous avons plusieurs personnes. Nous avions M. Badi Fadoul au niveau des commerces de Pointe-à-Pitre qui devait intervenir avec nous. M. Harold Teplier qui est fondateur d'une structure qui s'appelle ATC Design. Et M. Tony Polko qui est boulanger. Allô? Oui. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Lisbeth Trebla. Oui, bonjour, Patrice. Alors, donc ta structure s'appelle le Jardin de la Boucan. Au Jardin de la Boucan. Voilà, donc tu étais au cœur du mouvement social. Ah, mais c'est vraiment le cas de le dire. J'étais vraiment au cœur de la chose. Étant située à la Boucan, c'est vrai que j'étais vraiment au cœur de la chose. D'accord, donc alors, on va faire un petit état des lieux de ta structure. Comment, depuis les crises successives, comment tu t'en sors, comment tu perçois l'avenir, comment tu arrives à te débrouiller, à survivre dans ce marasme? Oui, c'est vrai que le mot c'est survivre, hein, parce que je pense comme tous les chefs d'entreprise là en ce moment, on se gratte la tête, on se dit comment on va faire. Comment justement aborder ce lendemain. Et c'est vrai que ce n'est pas évident. L'avantage de ma structure, c'est vrai que c'est une structure, on va dire, de proximité. Donc, cette chose-là est très, très importante. Donc, ça me tenait à cœur, justement, malgré cette situation, d'être là. D'accord, d'être là. Mais je peux te dire qu'effectivement, comme disaient les autres chefs d'entreprise, ce n'est pas évident. Il y a le côté financier, on n'en parle même pas parce que c'est catastrophique. Mais il y a une chose qui me tient à cœur et une chose qui m'a interpellée. Je me rappelle, c'est vrai, au début, le président avait dit qu'on était en guerre. C'est vrai. Mais la guerre se gagne comment? En moyens humains, en moyens matériels, mais aussi avec un moral. Et le moral des troupes, c'est vraiment, ça a une importance. Donc c'est pour ça qu'effectivement, si on n'a pas le moral, si on n'a pas ce moral, je peux dire qu'on est complètement perdu. Parce qu'il faut avoir cette force-là justement pour pouvoir revenir. Je parle surtout par rapport à ma structure hein, qui se trouvait au cœur des événements. C'est vrai qu'il faut vraiment avoir un moral d'acier pour pouvoir retourner. Tu n'as pas eu de casse à ton niveau? Je n'ai pas eu de casse à mon niveau parce qu'en fait, il y a plusieurs choses qui sont entrées en compte hein, par rapport à ça. Mais au final, je voudrais rebondir hein, par rapport aux compagnies d'assurance. C'est vrai que on se dit finalement en entendant les réponses et en se disant peut-être que par rapport à la perte de chiffre d'affaires, à tout ça, il va y avoir quelque chose. Mais non. Donc, on se demande, c'est la question que je me pose, est-ce qu'il ne serait pas mieux effectivement qu'on se fasse ouvrir le magasin, brûler le magasin? C'est dommage à dire, hein, mais je trouve que c'est vraiment... Ça casse les bras. Ça casse les bras. Où il y a un soutien qui n'est pas là. Il y a un soutien, et c'est là que je parlais de moral. Si le moral n'est pas bon, je peux dire qu'on plonge. D'autre part, c'est vrai qu'au niveau de la CCI, au niveau, il y a eu des réunions Zoom, mais ce qui est très important, c'est qu'effectivement, en étant sur le terrain, c'est ce qu'on leur demande, de venir, de discuter, de voir, parce que c'est très bien, je veux dire, c'est très bien le fait de faire des zooms, de donner les informations et tout. Parce que lors des votes, tout le monde vient voir les commerçants, les artisans, parce qu'ils n'ont pas le temps de se déplacer, donc ils viennent vers eux. Pourquoi pas, justement, à ces moments-là, venir nous voir, venir nous expliquer, nous soutenir, nous dire que nous sommes là. Après, les démarches vont suivre, c'est vrai. Mais il y a ce côté humain que nous n'avons plus et qui a son importance, surtout pour les très petites entreprises. Surtout pour les très petites entreprises. Se sentir accompagné, se sentir soutenu, écouté. Voilà, écoutez, venez voir. Venez, je suis sûre qu'il y a toute une panel de personnes. Il y a des gens qui sont là. Mais venez, faites des équipes. Vous n'êtes pas obligés de tous les jours, tout le temps, très longtemps. Mais c'est important, vraiment, de soutenir. Madame Trebla, est-ce qu'avec la distanciation, ça n'a pas joué un peu là-dedans?
Comment? Je n'ai pas Les compris règles votre de question. distanciation, est-ce que vous pensez que ça n'a pas provoqué plus encore de distance entre les chefs d'entreprise et les accompagnants, les institutions, etc. C'est pour ça qu'ils ont mis en place Absolument. les Zooms et tout ça. Allô? Allô? Oui, On a je perdu. vous entends pas du tout. Aïe. Est-ce qu'elle parlait Oui, de... effectivement, ça a créé, j'ai entendu le début de la question, ça a créé une distanciation forcément. C'est comme la politique, je dirais. La politique, si ils sont sur le terrain qu'au moment des élections et après on ne voit plus personne, ben c'est la même chose. C'est la même chose pour les chambres consulaires. C'est la même chose. Nous avons besoin de présence. Voilà. Présence effective. Donc, on peut faire 10 000 réunions Zoom. Effectivement, il y a les infos, il y a qui sont là. Mais l'artisan, la très petite entreprise pensait que forcément, on a les moyens ou la possibilité d'aller pour une réunion Zoom. Non. On entend bien, Voilà. on entend bien votre demande donc à ce que les institutions, les collectivités, les compagnies consulaires, en tout cas les chambres consulaires se rapprochent de vous et viennent vous rejoindre sur le terrain et constatent réellement, prennent vraiment conscience des difficultés que vous rencontrez au quotidien. C'est vraiment cela. Absolument. D'accord, ben, Madame Tréblac, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Beaucoup de courage. Ben, bonne chance, je dirais, du courage pour la suite, parce qu'évidemment, on ne lâche rien, on va peut-être vers autre chose, on fera, c'est une façon aussi, toute cette expérience, tous ces, nous font voir autrement qu'il faut faire, que surtout, nous avons la possibilité, nous avons un potentiel en Guadeloupe de pouvoir faire autrement et toujours plus. Voilà. Gardez votre fréquence vibratoire très haute alors. C'est ça. Oui. Voilà. Evelyne? Ah ben, là, pour le coup, Madame Tréblac, elle témoigne de ce nécessaire soutien moral. Puisqu'en fait, elle le dit au début, que c'est important que le dirigeant puisse faire preuve de courage, de résilience, mais elle insiste sur le côté où elle aurait aimé cette proximité humaine avec les différentes organisations telles que les CCI, ou même tout à l'heure, en fait, l'intervention de M. Etienne, c'est la présence des fédérations, de la fédération du BTP. Et donc là, on voudrait vraiment cet aspect communautaire. Mais comme vous le disiez, je ne sais pas si la situation sanitaire telle qu'elle est maintenant est propice à ce genre de manifestation. Peut-être encore faut-il attendre, au sortir de cette éventuelle crise, si on en sort un jour, de voir quelle sera l'attitude effectivement de la chambre de la CCI ou des autres. Voilà, c'est-à-dire que c'est plus délicat peut-être à mettre en place actuellement d'aller, même ne serait-ce que lorsqu'il y a eu les barrages récemment, de pouvoir se déplacer. Enfin, l'accessibilité, elle est plus restrictive. Et là, pour le coup, ce soutien dont on a besoin en physique et en présentiel, il manque. Mais je pense que c'est surtout lié à la situation. Je ne souhaite pas défendre quelque chose plus qu'une autre, mais c'est vrai qu'on entend très souvent, par exemple, le président de la CCI qui essaie de motiver les troupes. Et je ne sais pas si, en présentiel, il peut vraiment faire ce travail. On va partir du côté du téléphone. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Pas de souci, vous dites pas. Bonjour, Monsieur Fadoul Badi. Comment allez-vous? Oui, bonjour. Comment allez-vous? Vous êtes le responsable du magasin In the Air à Pointe-à-Pitre et à Jarry, je crois. Oui, et au Moulou également. Très bien, au Moulou. Alors, on va faire un point de situation par rapport à la crise sanitaire, la crise sociale. On a même parlé de crise politique. Quel est l'état de santé de vos structures? Très, très mal. Jusqu'à l'année dernière, ça allait, puisqu'on avait souscrit le PGE en partie, puisqu'on pensait que c'était quelques mois, voire 6 mois, 8 mois, mais bon, là on est à plus de 18 mois. Et donc, bientôt, non, plus de 20 mois, je crois, pas trop de 20 mois, parce que c'est mars, oui. Donc, on demande le complément du PGE pour tenir, parce que sinon, on va laisser des plumes. On va devoir se séparer du personnel, puisque on en a besoin, mais on va vers des pertes. Combien d'employés tu as, Badi? 17 employés. D'accord. Et comment vous avez... 3 structures, plus le dépôt. D'accord. Donc vous avez opté pour le chômage partiel? Comment... on en a profité quand il y a eu les confinements secs, oui.
D'accord. Concernant la relation avec la banque, est-ce que tu as eu des facilités, des aménagements? On n'a pas eu énormément de difficultés puisque ma structure était saine. Donc, je n'ai pas eu énormément de difficultés sur ce point-là, mais c'était surtout pour les aides de l'État qui sont un petit peu plus difficiles à obtenir. On en obtient, parfois c'est des refus non justifiés, c'est-à-dire non justifiés, mais avec l'aide de la CCI, on a été énormément aidé et on a solutionné, pas seulement pour moi, puisque je fais partie de l'Union des commerçants, l'USCP, donc on a aidé énormément de nos mandants à obtenir satisfaction sur des dossiers où ils avaient reçu des refus, où ils ont reçu 1 500 €. Bon, ça ne paye même pas, ça paye juste un employé encore par les charges. Mais bon, là, il y a une nouvelle mesure de l'État qui va se mettre en janvier, qui va se mettre en route en janvier. Ils ont surnommé la voiture balai. Donc, c'est sans aucune formalité des chefs d'entreprise. Ils vont prendre dossier par dossier et ils vont aider là où il y avait des refus non justifiés. Ils vont rectifier le tir. Voilà. Alors, est-ce que tu as dû mettre en place des solutions en termes de communication, en termes d'adaptation, le principe de click and collect? Est-ce que tu as pu mettre en place on avait déjà commencé à mettre ça, c'est-à-dire en 2020, après le premier confinement. On a reçu une aide, de toute façon, on a eu une subvention de la région qu'on n'a pas encore obtenue, puisqu'on a eu l'acceptation, c'est sur 10 000 € pour mettre en place le click and collect. Mais ça a été, c'est 5 à 10% de chiffre d'affaires, ça ne comble pas du tout. Les gens ne sont pas habitués à ça. On sait que beaucoup de personnes aiment le toucher, voir la communication, le conseil surtout que tes produits sont spécifiques, donc. Oui, parce que les produits sont il y a des produits qui sont pour des cheveux fins, il y a des cheveux gras, des cheveux lisses, etc. Donc, il y a des gens qui sont habitués, mais bon, il y a du changement, il y a tout le temps du changement dans les produits. De moins en moins des produits, avec de la toxicité de ce style-là. On vient de plus en plus vers le naturel et donc ce sont des produits nouveaux de plus en plus et ils veulent le conseil. Alors Badi, on sait que tu es un membre de l'Union des commerçants de Pointe-à-Pitre. L'USCP. Comment va Pointe-à-Pitre? Comment va après? On sait que ça a beaucoup chauffé, il y a eu beaucoup de difficultés à votre niveau, beaucoup de casses. Est-ce que tu peux nous faire un rapide tour d'horizon de la situation? Je te dis, on est encore, en plus de ça, on a la double peine. Donc on a eu cette nuit d'émeute par des casseurs. Je ne dis pas que ce sont des jeunes, c'est pas vrai, c'était des casseurs, parce qu'il y a même des gens beaucoup plus âgés, puisque une personne qui avait cambriolé une bijouterie à 34 ans. Il y a des gens qui ont la cinquantaine, etc. Donc c'est une nuit de meute, de vandalisme, et jusqu'à un moment donné, ça a frôlé la catastrophe humaine, puisque 8 personnes qui logeaient au-dessus des commerces, pas obligatoirement le leur, et qui habitaient, des habitants donc Pointe-à-Pitre, et qui ont été extirpés de justesse, dont certaines personnes sont sorties grâce à l'échelle d'un voisin. Voilà. Donc 8 personnes qui ont frôlé la mort. Très bien. Ok. Badi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bon courage. Et moi, je suis optimiste, sauf que avec les menaces qu'il y a actuellement de rebarrage, je suis de moins en moins optimiste. D'accord. Ok, merci. Bon courage à tous vos mandats au niveau de l'USCP. Et puis, on garde espoir. Merci à toi, Badi. Mesdames ou Emeline? J'en remarque que les entrepreneurs qu'on a eu ce matin, bizarrement, ils sont très optimistes. Mais ça, c'est génial. C'est génial parce que c'est la base, en fait. C'est l'énergie qu'on a qui va nous permettre, on parle de mindset, mais le mindset, c'est quoi? C'est l'ensemble des pensées et des croyances qui impactent nos actions, notre façon d'agir, notre prise de décision en tant qu'entrepreneur. Et ça, c'est la base. Donc, si on n'a pas ce mindset,
On peut pas agir, on peut pas prendre des décisions, on peut pas manager son équipe, on peut pas avancer. Et là, ils étaient tous bien équipés à ce niveau-là. Donc c'est ça que je veux dire aux entrepreneurs qui nous écoutent. Si vous n'avez pas ce mindset, même si vous mettez en place toutes les stratégies que vous voulez, vous n'allez pas vous en sortir. Ça c'est clair. Donc rapprochez-vous des gens qui s'occupent de ça, les coachs, les thérapeutes, etc. Il y a des stratèges qui s'occupent de ça. Qui sont spécialisés dans ça, il faut les voir. Et une fois que ça s'est fait, là, vous pourrez voir les experts comptables, voir vos... En fait, c'est de l'écosystème, on a vu, de l'entreprise qu'il faut voir. Il faut prendre du recul un petit peu et regarder autour de soi toutes les institutions. Oui. On va partir rapidement du côté téléphone, il reste peu de temps. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô. Allô. Oui, bonjour. Oui, monsieur Polko. Oui, c'est bien ça. Voilà, donc vous êtes Tony Polko, vous êtes boulanger. Oui, c'est ça. Voilà, on va faire avec vous un petit... Merci d'être avec nous sur Canal 10 en Culture Business. On va voir un peu, prendre la température au niveau de votre structure, comment vous vous en sortez après cette crise sanitaire, la crise sociale qui nous impacte et aussi la crise politique. Comment tout se passe au niveau de la boulangerie? Comment vous vous en sortez? En fait, moi, c'est un petit peu difficile parce que comme moi, je travaille principalement avec des écoles et des personnes qui font des sandwichs le soir, les agolos et tout ça. Donc, vous pouvez imaginer à quel point ça a été difficile. Mais le truc, c'est qu'il faut, je sais pas la résilience, mais trouver des techniques aléatoires pour pouvoir justement continuer à survivre. C'est-à-dire ouvrir peut-être un point de vente dans la boulangerie pour permettre aux gens d'acheter leur pain directement au lieu de se concentrer que sur l'extérieur, ce que je faisais principalement. Donc il y a toujours un moyen de s'en sortir, mais il faut être un petit peu inventif. Innovant, voilà. Il faut innover. Et j'ai créé il n'y a pas longtemps aussi un nouveau produit qui peut intéresser beaucoup de personnes. Donc je suis toujours dans l'innovation de la recherche pour ne pas rester figé sur place, comme on dit. Donc, contrairement à d'autres entrepreneurs qui ont dû fermer leur structure, vous, durant cette période, vous avez créé et ouvert un point de vente. C'est bien cela? J'ai créé en fait un point de vente, oui, par rapport à mon activité. Et j'ai eu l'occasion justement de rencontrer une dame qui s'appelle Tricia Ivy, qui a ouvert le groupe Localité, sur lequel je suis rentré. Donc j'ai pu faire des livraisons à domicile pendant le Covid. Donc il fallait chercher un moyen de survivre, c'est vraiment le cas de le dire. Et comme on aime de chez nous que nous faut débrouiller à pas pêcher, donc il fallait trouver justement une technique pour pouvoir subvenir à nos besoins, parce que c'est la seule rentrée d'argent que j'ai. Je n'ai pas d'autre. Et quand on est entrepreneur, je sais que c'est difficile pour tous les entrepreneurs qui ont peut-être pu parler avant moi. Mais le truc, c'est parce que nous, on n'a pas d'autres moyens. C'est-à-dire que l'État ne nous donne, entre guillemets, rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas de... si on perd notre travail, on n'a pas de comment on appelle ça, d'assédique, on n'a pas tous ces trucs-là. Nous, on est livrés à nous-mêmes. Et c'est le problème que je ne sais pas si j'ai le temps de parler de tout ça. Mais le vrai souci, c'est que les employés, quand ils travaillent chez des patrons, ils ne pensent pas à cette partie-là. C'est-à-dire qu'un employé, aujourd'hui, l'entreprise ferme, l'employé touche son assédique. Si le patron a fait le nécessaire, l'employé va toucher ses assédiques, il va toucher ses affaires pendant au moins 2 ans. Mais un patron qui perd sa boîte n'a droit à rien. Mais ça doit s'organiser, parce qu'il doit s'organiser. Il y a des actions à mettre en place en amont, c'est-à-dire anticiper. Comment? Il doit s'organiser en amont, anticiper. C'est ce qu'on dit depuis ce matin, anticiper. Parce que ça existe aussi pour les patrons. Oui. Je peux laisser la place à l'expert comptable, elle va vous expliquer mieux que moi. Tout à fait. Alors, c'est vrai que pour les dirigeants, il existe certaines solutions qui sont méconnues et qui prennent en charge le chômage, mais ce sont des assurances qui ne sont pas forcément proposées par tous les organismes, toutes les banques, mais c'est une assurance garantie pour les chefs d'entreprise. Donc la GSC. Parfois, il faut aussi essayer de préparer, d'anticiper, comme le disait France Aimé. Il faut toujours tenter de l'épargne. L'épargne, ça reste l'une des seules solutions pour le dirigeant. Et il est vrai que dans la Constitution, pour pas mal d'organismes, en fait, un dirigeant n'est pas censé fermer. Donc, mais c'est parce qu'il est censé être toujours en permanence en mouvement, un peu comme vous en fait, ce que vous faites très bien, puisque vous faites preuve de réactivité, vous renouvelez, vous ne restez pas statique, et c'est ce qui est attendu du dirigeant en fait, c'est qu'il se renouvelle. Maintenant, il y a autre chose sur lequel je voudrais attirer l'attention, c'est vrai que
ne serait-ce que par rapport à l'intervention précédente, c'est peut-être aussi la durée pendant laquelle la crise s'installe. Parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on trouve une solution de porte de sortie. Parce que même si on se dit que l'État ne fait pas grand-chose, mais il y a des mesures de soutien qui sont apportées. Mais à terme, ça va arriver à épuisement. Donc il est vrai que l'une des solutions qui va se présenter, ce sera de réussir à mettre fin à ces différentes crises sociétales pour pouvoir, entre guillemets, permettre aux chefs d'entreprise de pouvoir repartir réellement, parce que 2 ans, c'est très long, c'est extrêmement long. Et tous les dirigeants qui sont là actuellement, qui sont encore optimistes, moi, ça me fait plaisir. Parce que derrière, c'est vraiment pas évident de tenir aussi longtemps. Non, mais je peux rajouter quelque chose. On va très court parce qu'on arrive malheureusement à la fin, Monsieur Polko. C'est dommage. Il n'y a pas de souci, je suis très court. Le truc, c'est que je ne sais pas si Mme Coquin sera d'accord avec moi, mais je pense que lorsque les collectivités qui doivent de l'argent aux entreprises vont les payer en temps et en heure, ces chefs d'entreprise pourront donner du travail aux jeunes parce qu'ils auront une visibilité. Et tant qu'on n'a pas de visibilité, on ne peut pas embaucher, parce qu'embaucher en France, c'est limite comme si vous mettez une chaîne, enfin, pas une chaîne, mais des menottes au poignet. Très bien. Je ne peux qu'abonder dans votre sens, M. Polko. Alors, Monsieur Polko, merci. On va vous souhaiter bon courage, beaucoup de force et continuer dans votre activité. Nous, on voit que vous avez su rebondir et c'est parfait. Merci à Emeline Adema. Merci beaucoup de vos interventions, de la qualité de vos interventions, votre disponibilité aussi. Bonne continuation. Passez un bon Noël. Oui, parce que c'est une bonne fête. Prenez des forces. Prenez des forces. On arrive bien pour l'année prochaine. Prenez des forces. On est de retour vers le 8 janvier, c'est bien ça? Oui, c'est tout à fait, le 8 janvier. Voilà. Amusez-vous bien, prenez des forces, nourrissez-vous. Le temps de se reposer aussi. Voilà. Soufflez un peu. Repos moral et physique. Oui, profitez de vos proches. Pour se la famille, les amis, voilà. Je rappelle l'adresse de Culture Business, culturebusiness canal10@gmail.com. Nous avons aussi notre Facebook, Culture Business. Rejoignez-nous. Allez. À l'année prochaine. À très bientôt. Au revoir.